OK, donc je vais lancer la présentation. Pour l'instant, ça fonctionne. Activer le mode. Voilà. Donc, je reprécisais un petit peu les trois domaines dans lesquels j'interviens. Un, un domaine qui s'appelle Au-delà des codes. Donc là, c'est plutôt l'idée d'intervenir dans le cadre domestique, de regarder comment on fait évoluer ce cadre domestique. Un domaine qui s'appelle Structure pour faire et agir. Donc là, on est dans un domaine qui va plutôt dans l'idée d'aménager des espaces. Un domaine qui est plus autour de l'idée de réfléchir comment aujourd'hui on réduit l'artificiel et on favorise le naturel. Et enfin, un quatrième domaine qui est plutôt l'idée de créer des hypothèses et de créer des nouvelles logiques. Pour aller très très rapidement dans le concret, je vais commencer par un tout petit projet que j'ai fait avec un pâtissier français qui s'appelle Pierre Hermé et avec une fabrique de couteaux qui est assez traditionnelle qui s'appelle les Forges de l'Aïe. C'est un projet qui est assez ancien, mais ça montre bien comment j'approche le design. S'il s'agit de faire un couteau, donc en fait, un couteau, c'est un outil qu'on a depuis des dizaines et des dizaines d'années, bien sûr, plutôt des siècles. Et en fait, on se dit toujours comment on peut changer un couteau. En fait, moi, ce qui m'importe dans ce projet, c'est de faire un couteau pour partager un gâteau, puisque c'est avec un chef pâtissier. Donc, on voit la lame ici du couteau. En fait, il va servir à couper, bien sûr, mais dès que j'ai coupé le gâteau, on retourne la lame d'un quart de tour, on tourne sa main et ça devient la pelle à tarte. Donc, on voit que c'est un, un objet qui va suivre un scénario d'usage. Et là, on rentre dans ce qui m'intéresse beaucoup, c'est-à-dire je ne fais pas des objets pour faire des objets et choisir des formes, mais c'est plutôt dans l'idée de comment nos objets, ils entrent dans le vécu et ils apportent des choses au vécu. Et pour moi, ce qui est important dans cette idée de couper le gâteau, c'est pas tellement de le couper, mais c'est de le partager. Et c'est pourquoi mon couteau devient la pelle à tarte pour pouvoir partager le couteau. Ça donne en fait cette forme assez particulière, puisque on voit bien qu'on a en fait une espèce de hybride entre le couteau et la pelle à tarte. Et on a en fait une coque en aluminium et après du silicone dessous. Et voilà, et c'est pour une petite fabrique qui normalement façonne ses manches en les sculptant. C'était quelque chose qui faisait complètement, en quelque sorte, évoluer la marque. Et j'ai dessiné ce petit packaging qui explique avec cette part de gâteau, vous voyez, pour bien pouvoir expliquer à quoi il sert ce gâteau. Voilà, je fais une petite introduction, enfin une introduction sur les objets, puis je vais grandir au fur et à mesure les projets. Ça, c'est la première pièce de mobilier. Vous voyez, c'est en 95, donc ça date énormément, mais c'est pour vous expliquer que j'ai commencé à faire plutôt des objets, comment dire, qui étaient destinés pour des grandes séries. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, je vais regarder comment on peut cliquer, ou en tout cas, comment on peut proposer cet scénario de vie à la maison sur du mobilier. Donc, quand j'y monte à Paris, c'est simplement l'idée qu'un copain débarque à la maison, on n'a pas forcément de place pour le loger. Donc, on a cette colonne d'hospitalité qui va, en fait, très simplement, c'est quatre faces, vous voyez, mais qui va on a un zip, on l'ouvre, on le met par terre et on déroule le matelas. Et comme ça, on a un lit d'appoint qui est accompagné d'une petite lampe et d'un réveil matin. Donc, même si on n'a pas de chambre d'amis, on peut faire ce geste d'hospitalité. Et c'est ce qui m'importe, en fait, de pouvoir rappeler que à la fois les communs, mais aussi faire arriver des choses comme de l'hospitalité, enfin magnifier l'hospitalité à la maison. Voilà. Je vais en passer par maintenant juste des assises 97, donc c'est un peu après. Et là, je me dis, en fait, je ne veux pas faire de canapé parce que le canapé, ça prend trop de place, c'est pas bien. Voilà, c'est un peu un code bourgeois dans l'habitat, c'est plutôt un objet de statut. Donc, moi, je ne veux pas faire de canapé. Le canapé, il peut ressembler à ça, en fait, en quelque sorte. J'ai pris un sac qu'on appelle les sacs Tati,
et on les empile si on a besoin de place. On a besoin juste d'un mur pour faire un canapé. On peut s'en servir de pouf. On peut mettre un plateau au milieu sur l'un de ces poufs pour faire une table. Voilà comment je conçois un espace qui va évoluer. Et en fait, avec le Covid, on s'est aperçu que ce type de fonctionnement pouvait être intéressant, puisque quand on a très peu d'espace et qu'on est quelque part contraint de rester à la maison, ça permet de libérer de l'espace. Et par exemple, si on a un enfant en bas âge, eh ben, on peut mettre le canapé en pile et on libère l'espace de cette façon. Donc j'avais l'impression déjà à cette époque que le canapé était trop figé, prenait trop de place. Et en même temps était détourné de sa fonction puisqu'on le met devant la télé et donc en fait c'est plus l'idée d'être un espace où on va converser ensemble, mais c'est plutôt regarder la télé. Donc voilà, donc c'est un projet qui a suivi un petit peu son cheminement un peu partout. Il a été montré dans des expos pour faire des lieux un peu informels et je l'ai revisité un peu plus tard avec une entreprise italienne qui s'appelle Campeggi, avec qui je collabore depuis de nombreuses années, sous cette forme de petites valises en fait qu'on l'a bien aussi, qu'on peut superposer et qu'on peut utiliser pour construire un canapé. Voilà. Pour vous donner un petit peu cette idée à partir de cette idée de dire le canapé est pour moi pas quelque chose d'assez généreux, on peut décliner un certain nombre de concepts que je vais vous montrer, deux, trois, pour vous dire que voilà, en prenant position sur quelque chose, et ben, en fait, ça nous donne une liberté après de reposer, de reproposer quelque chose autour du canapé qui va être peut-être un peu plus proche d'un canapé cette fois-ci. Vous voyez, il a une forme voilà, mais je vais pouvoir moduler son ouverture ou pas. Donc, on arrive le soir, on est fatigué, on transforme le canapé en chaise longue. Et bien sûr, par exemple, on peut le transformer en plateforme et bien sûr, on va pouvoir aussi le transformer pour accueillir quelqu'un dormir. Donc, c'est un peu cette façon de dire comment nos objets ils deviennent plus des plateformes sur lesquelles on va pouvoir inventer des façons de s'asseoir et que ça soit plus large et plus généreux. C'est toujours la même compagnie, c'est toujours la même idée de changer le canapé, mais cette fois-ci, quelques années plus tard. Et là, je vais travailler sur une famille de confort, des poufs, quelquefois ces éléments qu'on identifie plus comme en fait, comme un coussin qui rassemble l'assise et le dossier. Et avec ces supports-là, je vais pouvoir, là encore, m'étendre à l'extérieur. Ça s'appelle condenser parce qu'on peut le replier à l'intérieur et là, on prend peu de place. Mais on peut imaginer plein de choses. On peut imaginer être à différentes hauteurs. On peut imaginer voilà, s'étendre ou pas. Voilà, avoir plus de place. Et bien sûr, on va pouvoir aussi imaginer inviter quelqu'un dans la partie qui est fixe pour dormir, puisque c'est toujours un peu cette idée d'accueil. Voilà, c'était pour vous montrer un petit peu comment à partir d'une prise de position, on arrive comme ça au fur et je pourrais vous montrer 10 autres exemples de canapés qui ne sont pas vraiment des canapés, mais qui revisitent un peu cette idée de proposer des assises dans le séjour et dans la maison. Une partie de mon travail consiste aussi à considérer qu'il faut mieux faire en fait des systèmes plutôt que des objets. Et je vais vous montrer un exemple assez simple pour une lampe. J'ai décidé de travailler avec du bois ici et en fait d'utiliser l'élasticité du bois pour en faire une espèce de pince comme ça. Voilà la réalisation de cette pince. Et cette pince, en fait, vous voyez, on en a plusieurs. C'est un module donc qu'on répète. Et on va venir accrocher ce module autour d'un élément en aluminium d'une plaque en métal que je viens découper. Et en fonction de la découpe, je vais pouvoir donner plusieurs formes. Donc, quand on dessine en fait une gamme de lampes, on ne dessine pas simplement une lampe. On dessine une lampe sur pied, une suspension. On peut dessiner différents diamètres. Et avec ce système, en fait, ça me permet très simplement de passer d'un système à l'autre. Et je peux, vous voyez, l'élément en bois vient se pincer sur la structure qui est existante. Et je peux donner différentes formes, comme par exemple un cylindre, comme des cônes. Je peux mettre même
un cône sur un cône. Voilà, donc j'ai fait tout un tas de gammes, toute une gamme à partir de ce principe, en partant, voilà, la lampe sur pied, en partant de ce principe, et je peux même faire une cloche énorme si je veux. Hein. Il suffit de prévoir la découpe à l'intérieur, et donc je peux comme ça faire évoluer le projet en fonction aussi des demandes d'archi intérieures qui me sont demandées. Voilà. On va passer maintenant à des projets qui sont un peu plus d'archi intérieur, puisque très rapidement, après avoir fait cette école de design qui s'appelle l'ENSI, puis être passé, juste pour faire un raccourci, 5 ans à collaborer avec Philippe Stark. Et quand j'ai créé ma structure, j'ai vraiment au départ travaillé sur l'objet, puis petit à petit, on m'a demandé d'investir l'espace, de travailler sur des espaces, ce que j'ai fait de façon temporaire, puis de façon permanente. Là, je vais vous montrer un projet qui s'appelle Les Presses du Réel. C'est une maison d'édition qui s'appelle Les Presses du Réel et qui en fait a été créée par un musée qui se trouve à Dijon. Et l'idée était de faire une librairie pour ces Presses du Réel, pour cet éditeur qui est dans un musée. Et je vais vous expliquer un petit peu la façon dont j'ai eu cette idée de librairie, puisque ça devait être une librairie, on va dire, un peu œuvre d'art, puisqu'on était dans le cadre d'un musée. Donc, je suis partie d'un livre qui s'appelle Fahrenheit 451, qui nous raconte une dystopie. Je me souviens, je ne pas trop avoir lu le livre, mais je me souviens plutôt du film qu'a fait Truffaut, qui est un Truffaut, un film de Truffaut très étrange, puisque c'est son seul film où il a fait François Truffaut, où il a fait de la science-fiction. Et en fait, on est dans une dystopie où les gens n'ont plus le droit d'avoir des livres chez eux. On vient brûler les livres. Vous voyez ici les pompiers en fait qui se transforment en voilà, ils viennent brûler les livres. Et donc voilà ces fameux pompiers et la façon dont ils viennent détruire les livres. Et dans une séquence de ce film, je me souviens très bien d'un train qu'on appelle le monorail, qui était en fait un vrai train existant, un prototype qui a existé en France. Et les deux acteurs principaux descendent de ce train. Truffaut avait pensé, le réalisateur avait pensé que c'était très bien d'aller tourner une séquence dans ce monorail pour que son film soit vraiment en rapport avec de la science-fiction. Et donc, on le voit là, et je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé mon projet, je vais faire un projet avec une bibliothèque suspendue et avec un monorail. Ça ne va pas être un monorail électrique, mais un monorail mécanique. Et ça a donné ce projet-là, où je ne sais pas si vous voyez, le rail est rond, il est orange. Il est supporté, bien sûr, par des supports que j'ai dessinés complètement pour qu'ils deviennent différemment, pour qu'ils deviennent des supports de livres et puissent faire appel à des présentations particulières. Et ce que vous voyez en jaune, ce sont les livres qui sont comme dans des petits wagons qu'on peut regarder en fait d'un côté ou de l'autre et qui vont pouvoir se bouger pour ouvrir plus ou moins l'espace et les placer à différents endroits. L'idée étant que l'espace central, vous voyez, on voit assez simplement là avec voilà, ça roule, hein, c'est aussi simple que ça, c'est pas du tout comment dire téléguidé ou quoi que ce soit, c'est juste en poussant le caisson, ça reste très simple. Et au centre, on a cette table où l'idée était de dire on fait une sorte d'agora pour que les auteurs puissent présenter leurs livres et on va rajouter voilà, plein de chaises autour et venir en fait comme ça proposer, être au cœur de la librairie pour pouvoir présenter des nouveaux livres et des auteurs. Comme vous le voyez, les murs sont colorés de façon à créer un dégradé et à faire oublier l'espace orthogonal. On est dans une vieille usine qui a été rénovée par chez Kérovan. Et donc l'idée, c'était avec cette ambiance colorée, voilà, venir faire oublier l'orthogonalité en créant ces dégradés tout autour. On a, comme on le voit aussi, certains éléments qui sont accrochés sur les murs directement, qui sont les présentoirs pour les magazines. Voilà. Un autre projet qui est très très différent, mais qui est en rapport avec le musée aussi, qui est un musée mobile d'art contemporain. Je suis très attachée à ce projet puisque je suis née dans un petit village de 80 habitants
et que pour acquérir, pour venir m'intéresser à la culture, j'ai dû en fait bouger de mon village et venir à Paris. Or, le principe de ce camion, c'est l'inverse, c'est l'idée que on peut se déplacer et venir apporter la culture dans les villages et dans les banlieues. Et ce projet est visible de tout le monde, mais il est à hauteur d'enfants. Il a été d'abord fait pour les enfants. On le voit ici sur son départ en fait de Paris, puisqu'on est à la place de République. Et la première chose que je voulais, c'était que quand le camion arrive, puisque dans le lieu, ils viennent en fait comme ouvrir certaines parties pour créer un peu à l'image d'un cirque qui vient s'installer sur la place du village, créer en fait un élément joyeux où on peut s'asseoir, vous voyez. Donc en fait, le camion est muni de deux gros tiroirs. Les tiroirs, c'est le camion pour gagner de la place à l'intérieur. Et en même temps que on ouvre ces tiroirs, on va ouvrir en même temps les structures qui sont sur le côté, qui sont comme des portes et qui vont porter les tables aussi. Tout ça se replie et se plaque au camion, puisque c'est très contraignant en fait de faire circuler en fait quelque chose qui va sur la route. On n'a plus qu'à rajouter en fait en quelque sorte les petits bancs qui sont logés dans une structure en dessous. Et comme ça, on arrive à accueillir autour du camion des deux côtés. Et je vais vous faire maintenant visiter voilà, comment on vient se poser de chaque côté. Et à l'intérieur, je voulais réchauffer en créant ce petit cabinet de curiosité avec un système de potence qu'on voit qui vient porter des structures pour poser les œuvres d'art. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que ce camion, il va arriver dans une région, il va venir se nourrir d'œuvres d'artistes qui sont collectionnées par le Fonds régional d'art contemporain. Donc, ce sont des fonds qui sont dans les régions. Il y a très peu de ces fonds sont des tableaux qui ont été achetés pendant 30 ans et on ne montre souvent que 5 à 10% de tous ces fonds. Donc, c'est en fait un outil qui sert à partir de ces fonds qui sont dans toutes les régions de France pour venir dans les villages et montrer cet art qui est en fait public et qui a été collectionné au fur et à mesure. Vous voyez qu'au fond, on a un élément rouge qui est en fait un petit auditorium avec des poufs et on va pouvoir aussi regarder des films d'artistes. Et cet espace-là peut être aussi, à un moment donné, si les curateurs du FRAC, du Fonds régional d'art contemporain, le décident, peut être utilisé pour faire une petite galerie pour monter une pièce qui est par exemple plus proche d'une installation. Au milieu, on peut poser des pièces qui sont plus en 3D. Comme vous le voyez, c'est plutôt des petits formats puisqu'on préfère montrer plus de choses pour que les enfants aient la possibilité de trouver un rapport plus proche avec ces éléments-là. Donc, on présente plusieurs œuvres de plusieurs artistes. Voilà, et il y a un vrai travail de médiation qui est fait, puisqu'il y a une médiatrice qui suit le camion et qui va aussi former d'autres médiatrices qui sont en local et qui vont être amenées comme ça à expliquer à tous les enfants. Et le principe est que le soir, ce sont les enfants qui font visiter aux parents en ayant leur propre mode d'explication. Et en fait en expliquant plus ou moins ce qui s'est déroulé dans la journée. Voilà, là on voit les petits systèmes de potence qui permettent de changer sans arrêt et d'accrocher les pièces. Comme vous pouvez le voir, c'est assez contraignant parce qu'en fait le camion bouge et se déplace. Il peut partir tous les jours à un endroit différent. Et donc, ces œuvres sont accrochées et il faut qu'on puisse ranger les tiroirs et que tout tienne et que rien ne bouge. Voilà. Et de l'autre côté du camion, on vient montrer le résultat des animations qui sont faites avec les enfants. Là, c'était plutôt des collégiens qui avaient travaillé sur en fait des collages. Voilà.
Je vais passer à un projet qui me tient beaucoup à cœur, qui s'appelle la Dari, qui est en Tunisie, à Nefta. Je pense que vous connaissez tous l'emplacement de Nefta. J'ai fait ce projet avec Patrick, qui a des origines tunisiennes. Son papa était tunisien, et donc il m'a fait découvrir le sud de la Tunisie pour créer ensemble ce projet. Voilà, on est à Nefta, donc il y a un aéroport international à Tozeur. Et voilà, donc on va découvrir la petite ville de Nefta ensemble. On découvre la brique jaune, hein, puisque c'est une caractéristique de la ville. Ici, on est sur la place centrale. C'est un projet qui date déjà au moins d'une quinzaine d'années, si je me souviens bien. Donc voilà. Et la particularité, c'est qu'on a en fait les dunes, on a le désert très proche, à peu près à 8 km. Je n'ai pas mis de photos, mais il y a les décors de Star Wars qui sont tout près aussi, donc qui sont très visités. Et voilà, donc l'idée, c'est de faire un projet de lieu d'hospitalité à une petite échelle qui viennent se poser sur ce lieu et surtout dans l'idée de pouvoir regarder la palmeraie et de regarder ce qui fait la spécificité de la palmeraie, comment la nature a besoin de l'homme et l'homme a besoin de la nature. Donc voilà la palmeraie de Nefta qui malheureusement n'a plus les 3 niveaux de culture que vous connaissez, c'est-à-dire le palmier, les arbres fruitiers dessous et le potager. On n'a plus que les palmiers. Et cette partie de la palmeraie est très peu exploitée puisque des palmeraies intensives ont été construites tout à côté. Voilà. On a donc ce projet où l'idée c'était de construire en fait des petites maisons comme ça qui sont plantées dans le sable et entourées d'un mur d'enceinte et qui vont regarder justement la palmeraie. On a un certain nombre de petites maisons comme ça. Pourquoi une maison sur pilotis? Parce que l'idée c'était de protéger en fait du soleil. La plupart du temps, on vient se loger dessous, un peu entre les 4 pattes de la maison, tout en ayant au-dessus, vous voyez, l'espace à vivre qui est avec cette extension, cette espèce de beau window qui va en fait se prolonger pour venir apprécier le paysage. On a donc un certain nombre de petites maisons comme ça, voyez, avec, voilà, avec cette idée de voir tout le paysage et d'habiter le beau window avec à la fois une couche, une place et aussi un mini salon. Donc on peut être à plusieurs pour regarder et voir le lieu. Donc cette Dari a la particularité d'être alimentée par de l'eau chaude, un peu comme tous les hôtels dans cette partie de la Tunisie. Et nous avons donc fait un système pour récupérer l'eau, enfin récupérer la chaleur et en faire, avec de la géothermie, une autonomie pour ce lieu. Et depuis que ces photos ont été prises, on a aussi ajouté des panneaux solaires sur les toits de chaque petite maison de façon à voilà, être moins dépendant de l'électricité, en tout cas des hausses en fait, qui peuvent arriver assez rapidement, assez souvent dans cette partie de la Tunisie. Voilà, on voit les dessins tels que je l'avais prévu et la construction. Ici, on est sur sur un premier niveau. On a un premier niveau. Et ici, on est sur le haut de la Dari et on va en fait traverser cette. Alors, j'ai pas expliqué, mais donc la Dari a été construite par un entrepreneur local. Tout est fait avec des Tunisiens, à part juste le petit, on verra dans la chambre, il y a un élément pour écouter la musique, mais voilà, l'idée c'était de vraiment, comme vous le voyez ici pour le hammam, profiter des connaissances pour faire le gommage, pour faire les massages
et voilà, mettre en fait tout cette dari autour de, enfin ce soin autour de ce petit point d'eau qui en fait est une piscine thermale qui vient en fait se placer juste au centre des maisons pilotis que vous avez vues par ailleurs. Voilà, on est là et on peut y découvrir les fameux couchers de soleil qui sont impressionnants. On a toujours le ciel qui s'éclaire en rose. Voilà, voilà les dessins de la partie basse où on retrouve ces petits pilotis ensemble et voilà la réalisation. L'eau circule. Alors, ce que j'ai oublié de dire, c'est que l'eau est captée à 70 degrés avec la géothermie. Après, elle arrive dans la piscine et après, elle recircule, vous voyez, et elle vient tomber en chute et elle est réintroduite dans la palmeraie. Ici, c'est la maison sur pilotis la plus extrême. Voilà, on va visiter un petit peu l'intérieur. Comme vous voyez, on est dans un intérieur assez simple. On a de la chaux, on a un lit, on a les deux essences de bois locales. On utilise en fait les deux vasques de chaque côté du lit qui sont en fait du marbre de Fusana. Et voilà, des petites structures pour ne pas oublier de prendre son chapeau. Voilà un peu à quoi ressemble la chambre avec cette structure derrière la tête de lit dans lequel on vient loger à la fois les toilettes et la douche de l'autre côté. Comme vous voyez, j'aime bien les aplats de couleurs, donc voilà, ça c'est en fait la garde-robe qui est en fait dans le beau window. Ce qui fait que quand on est à l'extérieur, on voit la vie aussi de la petite maison sur pilotis. On voit si elle est occupée ou pas. Ça, c'est les espaces communs qui sont très très généreux. Et comme vous le voyez, on vient se loger à l'intérieur des 4 pieds des maisons qui sont au-dessus. Hein, parce que les 4 pieds, c'est eux qui portent en fait tout l'espace commun. Voilà, avec la cuisine qui est à facettes, où en fait on voit réellement tout ce qui s'y joue, à la fois la plonge, à la fois la cuisine. Ce sont les femmes du village qui viennent faire à manger. Et voilà, et on peut aussi leur prêter main forte si on veut. On voit ici au loin le salon. Entre 4 pieds, on a logé en fait un endroit où on peut regarder la télé. On n'est pas vraiment, on n'a pas de télé dans les chambres. L'idée, on n'est pas venu en Tunisie et dans le sud tunisien pour regarder la télé dans sa chambre, mais on partage certains films. Et il y a une petite programmation qui est faite. Voilà, c'est un espace qui est modulable. On peut par exemple le mettre tout à plat si on veut faire un cours de yoga. Donc en essayant de faire des choses évolutives. Et ceci est le coin salon qui permet de regagner de la chaleur, puisqu'on sait que les températures dans le désert deviennent assez froides à partir du moment où le coucher du soleil, à partir du moment où le soleil est couché. Voilà. Ici, on est dans un autre type de chambre qu'on appelle les dunes, et où l'idée c'était de presque pas avoir du mobilier. Vous voyez qu'on n'a qu'une chaise et on vient en fait, et c'est surtout pour les familles, habiller la dune. On va derrière une dune pour se coucher, vous voyez, et on va en fait, là c'est voilà l'escalier, on monte, la dune elle est là, on va derrière une autre dune pour se laver. Et entre les deux, on a des assises et on a une dune qui est un peu surélevée pour faire une table, vous voyez, pour se poser. Voilà. Donc là, on voit la porte en fait de la dari et on voit le fameux palmier et cette façon de clouter la porte pour y annoncer le nom de l'hôtel. Voilà. On voit ici comment il vient s'intégrer dans la texture en fait de la ville, puisque
Les habitations de Nefta sont des habitats vernaculaires, c'est-à-dire que les boîtes sont posées un peu de différentes façons et on vient donner un peu la même idée de s'inscrire dans le lieu et continuer la texture de la ville. Alors, suite à cette DARI, je vais vous montrer le dernier projet que j'ai fait avec les deux mêmes propriétaires, donc Patrick Elouargui et Philippe Chaplet. Et cette fois-ci, on est sur un territoire en France, on l'appelle, c'est une ferme hybride qui est dans le Luberon. Donc le Luberon a la particularité d'avoir c'est dans le sud de la France, des habitations comme ça qui viennent se loger en général sur la crête des monts. Et voilà le lieu. On est dans une tour de garde. Donc la partie, vous voyez, la première partie, c'était une tour qui servait à surveiller un château qui est beaucoup plus loin. Et la partie arrière, c'est la ferme qui a été adossée à cette tour, qui était complètement aveugle, il n'y avait pas du tout d'ouverture. Et donc, mon travail a été de refaire pénétrer le jour à l'intérieur de cet élément-là. Ce projet est très intéressant, un peu à l'image de la DARI, puisque ce n'est pas simplement l'idée de faire un lieu d'hospitalité, mais c'est aussi plutôt l'idée de voir comment on s'installe sur un territoire et comment on appréhende petit à petit tous les éléments qui composent ce territoire. Il y a de la vigne, il y a des oliviers, et il y a eu depuis l'idée de constituer un potager en permaculture, et petit à petit, les choses viennent se poser les unes à côté des autres. Voilà, là on refait un petit point sur le bâtiment avec ces ouvertures où j'ai ménagé un brise-soleil. Voilà. De l'autre côté, on voit c'est un peu la même chose. On avait en fait une ouverture qui était arrondie et là j'ai souhaité me déporter de l'ouverture pour qu'on puisse la voir et en même temps ménager quelque chose de beaucoup plus contemporain. Donc l'idée c'est de garder en fait la facture du lieu, mais en même temps d'y apporter des touches contemporaines. Les encadrements de béton me permettent d'indiquer à l'endroit où j'ai ménagé en fait des ouvertures, où j'ai changé en quelque sorte le bâtiment. On voit ici, on est à la salle de réfectoire, enfin l'endroit où tout le monde va venir manger, et on a une belle voûte comme ça qui a été laissée dans son état. Voilà. Le lieu est aussi associé avec d'autres petites maisons voilà, dans une ferme, il y a toujours un endroit où on loge les gens, un endroit, donc en fait, ce sont ces petites maisons-là. Là, on visite en fait les chambres et on voit un petit peu la façon de ménager en fait l'existant. Ici, c'est une fenêtre qu'on a redécouverte par rapport au premier plan de la tour. Et donc, l'idée, c'était de la réouvrir et de montrer en quelque sorte, et de le montrer avec cette intervention en rond qui va être accompagnée avec ce détail juste de l'autre côté. Voilà, on retrouve un peu la même façon de construire que la DARI. On a derrière la tête de lit, d'un côté la douche et de l'autre côté le WC, mais cette fois-ci, on est dans une petite cabane un peu plus contemporaine. Voilà. Le projet est vraiment petit à petit de regarder comment les gens qui viennent se poser dans ce lieu peuvent profiter à la fois de tout ce de tout à la fois ce qui est végétal et autour de la nature, mais aussi d'aller visiter un certain nombre de choses. Donc voilà, c'est un peu cette idée de cette carte. Et pour vous donner un exemple, en fait, on le verra après dans l'idée de la viticulture. La ferme hybride donc, possède des vignes et l'idée a été d'aller collaborer avec la petite coopérative locale, mais de changer le vin et de faire du vin bio. La coopérative ne faisait pas de vin bio. La plupart des gens qui viennent s'installer dans cet espace de Luberon
créent des énormes chais. Hein, ils font quelque chose d'assez statutaire pour montrer leur vin et pour faire monter leur vin en gamme. Et l'idée ici était l'inverse, c'était d'aller coopérer d'aller travailler avec la coopérative voilà. Et un autre viticulteur a entendu parler de cette histoire de vin bio, et maintenant il y a plusieurs viticulteurs qui, ensemble, ont pris une petite partie de la coopérative pour travailler du vin biologique. Ici, on voit l'apiculture. Voilà, petit à petit, les choses se mettent en place. Le potager également se met en place. Je continue avec un projet qui s'appelle Maison Design pour tous, qui est un projet que j'ai fait pour un bailleur social. Donc, je pars d'un cube. Donc, il s'agit, un bailleur social, c'est quelqu'un qui va construire en fait du logement et qui va le proposer à la location, mais de façon très accessible. Voilà, c'est faire en sorte que tout le monde puisse se loger. Et ce bailleur social m'a contacté pour travailler sur une nouvelle logique de maison en bois. Donc, je suis partie d'un cube, comme vous le voyez, en créant un toit, puis en ménageant deux encoches pour améliorer l'habitabilité à l'extérieur. Et on verra que dans ces deux parties, on vient loger à l'arrière ce que j'appelle un petit établi pour mettre plein de choses à l'arrière, et en face, une terrasse et une petite serre. On voit que la forme de la maison est une forme avec une approche bioclimatique, puisqu'elle est plus ouverte au niveau du sud et plus fermée au niveau du nord, et ça va être la même chose pour les ouvrants. Enfin, la façon d'habiter cette maison, c'est de préparer des espaces qui sont le plus possible ouverts et avec 3 niveaux, de façon à avoir une intimité progressive. Voilà la petite maquette telle qu'elle est, et on voit que la partie en fait avec la serre qui vient en fait être ménagée dedans, et les panneaux photovoltaïques qui sont juste sur ce petit rebord sur la façade, et donc en plein sud. À l'arrière, le petit établi. Maintenant, on a 2 de ces petites maisons où on peut ranger un vélo, les outils. Voilà. Et cette maison, elle est en fait fabriquée tout en bois. Elle a la possibilité d'avoir 3 tailles. Soit c'est la taille T3, soit T4. Donc on passe de 74 en élargissant en fait la même proposition. On passe de 74 à 85 à 103 mètres carrés. Voilà le dessin final. Voilà, et voilà comment petit à petit les maisons arrivent sur le site, puisqu'on est dans une construction hors site, on appelle ça. C'est une construction, c'est-à-dire que tout est fabriqué dans l'usine, et on vient apporter la maison par morceaux. Ce qui permet aux ouvriers d'être à l'abri déjà, ils ne sont pas dans les intempéries, et ce qui permet de bien séquencer l'intervention de tous les corps de métier, puisque la grande difficulté de fabrication d'une maison, c'est ça, c'est qu'en général, on a des défauts qui naissent de la non-cohabitation entre les différents métiers. Voilà. Donc, il y aura sur ce terrain 8 petites maisons avec les 3 tailles que je vous ai indiquées. Et là, on voit la construction petit à petit de 2 qui sont en train de se positionner. Voilà. Donc, toute la construction est en bois. Ici, on est sur la façade. Voilà. Et je rappelle un petit peu pour vous, voilà, la façon dont petit à petit, vous voyez, ça vient prendre forme avec le bardage de bois à l'extérieur, la couleur en partie haute, et un intérieur qui est tout en bois, qui est en contreplaqué de peuplier, où j'ai essayé de ménager le moins de faux plafonds possible. On est ici à l'endroit où va y avoir la cuisine qui donne en fait sur la petite serre, et on voit que le reste du plafond est complètement ouvert pour qu'on puisse voir la construction en bois. Voilà, ça me semblait très important d'apprécier les charpentes en bois. Voilà, donc on a 3 couleurs qui déterminent les 3 tailles,
Et comme vous le voyez, les maisons vont être collées aux autres, elles sont simplement décalées. Voilà. Il y a encore un gros travail d'aménagement. Comme vous voyez, il n'y a pas encore les cernes installées et il n'y a pas non plus un jardin commun qui va être fait en plus de ces serres de façon à proposer comment dire, ouais, de partager le lieu. Voilà. Merci Nathalie. Très intéressant, Voilà. très passionnant à la fois. Je suis allée un peu trop vite, j'espère que vous m'avez bien entendu. Non, je m'emballe avec mon travail et